Salut à tous! Le sujet de cette vidéo est un peu particulier, on va être en plein dans l'actualité. Est-ce que le classement qui a été décidé pour la Ligue 1 est juste? Et comme je ne sais pas faire de vidéo putaclic, je vous dis tout de suite, je pense que le classement n'est pas juste. Par contre, je crois pas que la LFP avait vraiment le choix. Tout autre classement qui aurait été créé aurait donné l'impression de magouille. Mais malgré ça, 4 présidents se considèrent comme vraiment perdants à cause du choix qui a été effectué. Le plus vocal, bien sûr, ça a été Jean-Michel Aulas, qui en a été à demander des playoffs. Je dirais en numéro 2, on a eu Olivier Sadran de Toulouse, qui a annoncé être prêt à faire des recours judiciaires. Il a soulevé pas mal d'indignation parce que son équipe semblait quand même sportivement complètement à l'ouest. Le président d'Amiens, Joannin, a demandé la même chose que Toulouse. Et enfin, Gérard Lopez, lui, a proposé un classement alternatif à base de moyenne pondérée par le nombre de points pris par les adversaires. Alors, est-ce que c'est forcément une mauvaise idée parce qu'elle a été proposée par un escroc notoire? Non, effectivement, sa proposition a le bénéfice de corriger les effets de calendrier. On voit par exemple qu'un des grands bénéficiaires de ce changement est Monaco, qui a eu un calendrier plus compliqué que les autres. Et surprise, enfin, c'en est pas vraiment une, Lille en bénéficie aussi, car ils ont affronté 2 fois le PSG contrairement à Rennes, et gagnent une place et se retrouvera en Ligue des Champions. Cette méthode, en revanche, ne change absolument rien pour les 2 relégables. Donc ça, c'est un premier résultat intéressant, mais vous vous doutez bien que je ne ferai pas une vidéo seulement pour vous présenter des moyennes pondérées. Donc dans un monde où je serais dictateur de la LFP et que je pourrais présenter le classement que je voudrais, un monde parfait quoi, une des solutions que j'envisagerais, ce serait l'utilisation du classement Elo. Alors là, c'est le moment Wikipédia. Donc Arpad Elo est un Américain d'origine hongroise, né en 1903 à et qui a émigré à Cleveland aux États-Unis. Il est devenu professeur de physique là-bas et son hobby était de jouer aux échecs. En 1960, la fédération américaine cherchait une nouvelle méthode pour calculer le classement des gens et Elo a proposé sa solution. Sans rentrer dans les détails mathématiques, comment ça fonctionne? Chaque joueur a une cote Elo, un classement, et lorsque 2 joueurs s'affrontent, leur classement va évoluer en fonction du résultat de la partie, mais aussi en fonction de leur classement avant la partie. Prenons un cas extrême. Si un grand maître affronte un débutant, si le grand maître gagne, il gagnera quasiment aucun point. Et de la même façon, son adversaire ne perdra quasiment aucun point. Car, étant donné leur côté Elo, il était prévu que le grand maître gagne. Inversement, si le débutant gagne face au grand maître, les deux vont voir leur classement fortement évoluer, car c'est un résultat très inattendu. Cette méthode est utilisée pour le jeu d'échecs depuis 50 ans et fonctionne extrêmement bien. Mais son application ne se limite pas au jeu d'échecs. Elle a été reprise au jeu de Go, mais également dans quasiment tous les jeux en ligne où il y a des systèmes de classement. Même si on vous affiche un rang, en réalité ce qui se cache derrière, c'est souvent une adaptation de la méthode Elo. Alors, est-ce qu'utiliser le classement Elo, c'est inédit dans le football? Eh bien non. Le nouveau classement FIFA depuis 2018 utilise une adaptation du classement Elo pour éviter le problème de l'ancien système par points où certaines équipes organisaient des matchs amicaux face à des sélections merdiques pour maintenir un classement élevé. Alors, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que ce système existe pour les clubs? Eh bien, rien d'officiel. Mais le site clubelo.com recense tous les matchs de première division européenne et même pour les 5 grands championnats de deuxième division européenne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et à partir de tous ces matchs, ils font un historique du classement Elo. Donc, nous avons un classement Elo des clubs français. Comme vous le voyez, il y a des gros changements lorsqu'on utilise ce classement. L'Olympique Lyonnais, par exemple, se retrouve 2e, malgré sa saison horrible. Pourquoi? Eh bien déjà, ils ont un parcours en Europe relativement favorable. Or, les résultats européens ont un impact sur le classement Elo, alors qu'ils ne devraient pas en avoir sur notre classement de Ligue 1. Donc, utiliser cette cote Elo, est-ce que ça a du sens pour définir le maintien? Non, parce qu'en plus de ça, ça désavantage les équipes qui viennent de monter. Étant donné que le classement Elo se fait dans la durée, on garde un certain historique et même en faisant une mauvaise saison, on ne peut pas tomber tout en bas. Il y a une certaine inertie dans le système. Enfin, sauf si on est aussi nul que Toulouse. Pour améliorer ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le classement final et on va utiliser nos cotes Elo pour déterminer les probabilités des matchs restants à jouer. Ça nous permet de calculer en moyenne le nombre de points qu'auraient dû marquer les équipes jusqu'à la fin de saison. Et alors là, c'est extrêmement serré, mais il y a 3 gagnants. Lille, qui récupère sa place en Champions League, Lyon, qui accroche une place en Europa League, et Montpellier, qui gagne lui aussi 2 places et se retrouve 6e. Pour moi, cette solution-là est la plus juste, parce qu'on s'appuie uniquement sur les résultats des équipes. Mais là, vous allez me dire, mais monsieur 11 contre 11, vous nous avez dit que les saintes écritures se trouvaient dans les expected goals. Est-ce que vous auriez oublié la parole divine? Bien sûr que non, petit chenapan. Je n'oublie pas que cette chaîne est à la base sur les statistiques avancées. Et comme je l'ai présenté précédemment, il existe effectivement un classement basé uniquement sur les expected goals. Si on fait le ratio comme a fait la Ligue, on se retrouve avec ce classement final. Et là, il y a des très gros changements dans tous les sens. Mais est-ce que le classement est plus juste en prenant les expected goals? Non, parce que les expected goals considèrent que tous les joueurs sont moyens. Or, si Gürtner a pris 8 buts de plus que ce qu'il aurait dû, eh bien malheureusement, il n'y a pas de raison de corriger cela. Par contre, on peut utiliser les expected goals et d'autres statistiques avancées pour essayer de créer un modèle avancé permettant de juger la puissance offensive et défensive des équipes. Et le meilleur modèle que je connaisse en accès libre, il est sur le site 538. L'idée de leur modèle est d'évaluer la force des équipes en se basant sur les résultats réels
réels, sur les expected goals et sur les non-shot expected goals. Alors ces derniers sont un peu bizarres. L'idée, c'est de compléter l'analyse des expected goals en utilisant tout sauf les tirs. On enregistre la position de toutes les actions défensives et de toutes les passes, et on associe à ces actions des probabilités de marquer dans l'action qui va suivre. Et comme pour les expected goals, on somme ces probabilités pour déterminer le résultat entre guillemets en non-shot expected goals. À partir de ces trois informations, leur modèle estime le niveau de l'attaque et le niveau de la défense. Et en combinant les deux, on a une cote comme dans le classement Elo. Comme vous le voyez, si on prend uniquement les cotes, le classement est fortement bouleversé. Lyon se retrouve de nouveau deuxième, l'OM chute, Monaco remonte et Lille est encore sur le podium. Comme avec le classement Elo, ce qui est probablement le plus juste de faire, c'est d'utiliser ces cotes SPI pour simuler le classement final. Pour les plus matheux d'entre vous, pour faire ça, on fait des tirages de Monte-Carlo et ce qui est hyper intéressant sur leur site, c'est qu'ils précisent qu'ils les font avec des tirages non indépendants pour simuler la notion de chaîne de victoire qui peut faire gagner de la confiance à une équipe. Avec cette méthode, ils obtiennent ce résultat comme le plus probable pour le classement. Encore une fois, Lille se retrouve troisième et Monaco et l'OL en Europa League. Et d'ailleurs, encore une fois, comme vous l'aurez vu, quelle que soit la méthode utilisée, Amiens et Toulouse descendent. Donc pour conclure, je voudrais rappeler quelque chose. Toutes ces méthodes statistiques qu'on utilise ont des intervalles de confiance. Et clairement, ici, le classement est tellement serré qu'on obtient à la fin que quelle que soit la méthode présentée, on ne peut pas statuer définitivement sur le fait que le quatrième devrait être lui, le cinquième devrait être lui, etc. En tout cas pour les places européennes et de milieu de tableau. En revanche, pour les relégables, même si pour Amiens ça semblait relativement serré, il n'y a probablement pas de scandale. Voilà, c'était tout pour moi. Qu'est-ce que vous pensez que la Ligue aurait dû faire? N'hésitez pas à me le dire. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.